On passe à notre panel avec ce soir Michel David, Véronique Prince et Michel C.Auger. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'aimerais savoir ce que vous décodez de ce que dit Mme Picard. Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu une contre-offre? Parce que le vocabulaire n'est pas exactement le même. On parle de mouvement à la table. Véronique, qu'est-ce que vous comprenez, vous? Bien, effectivement, peut-être qu'eux n'appellent pas ça une contre-offre, mais je suis convaincue qu'il y a des allers-retours. Là. Moi, je peux peut-être appeler ça comme ça au lieu du mouvement, là, des allers-retours entre les négociateurs du Front commun et les négociateurs du gouvernement. Peut-être que c'est pas aussi officiel que la Fédération autonome de l'enseignement qui, à chaque fois qu'il fait une contre-offre, nous envoie un communiqué de presse pour nous le dire. Mais je suis quand même convaincue qu'il y a effectivement des choses de part et d'autre qui sont déposées. Bon, si on regarde le volet salaire, parce qu'on va le faire en deux temps. Le sectoriel, on va le faire après. Michel David, d'abord. Alors, quand on regarde l'offre, la dernière qui a été refusée finalement par le Front commun, c'est 12,7 sur 5 ans. Ce qu'on comprend, c'est que le syndicat préférait, en incluant l'année 2022, 21 sur 3 ans, mais est prêt à bouger. On sent qu'il y a des avancées. Avez-vous l'impression que sur ce volet-là, dans le fond, on n'est peut-être pas si loin de s'entendre? Sur la durée de la convention, je pense qu'il n'y aura pas tellement de problèmes. Que ce soit 5, 4 ou 3 ans, je pense que c'est pas ça qui va être... Je comprends le gouvernement, lui, qui veut étirer ça le plus possible, pas se retrouver en élection avec une autre ronde de négociation. Mais non, la durée de la convention, c'est certainement pas un obstacle majeur. L'inflation, par contre, mettez-vous à la place des dirigeants syndicaux qui jurent depuis des mois qu'il n'y aura pas d'appauvrissement, puis ils ne peuvent pas se présenter devant leurs membres puis dire, écoutez, vous allez baisser de niveau de vie quand même, mais c'est mieux que rien. C'est pas possible. Alors ça, le gouvernement va tenir compte, ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Et on voit que la marge de manœuvre et la capacité de l'État est à géométrie variable. Là. Il n'y a pas longtemps, c'était effrayant. On ne pouvait pas donner une scène de plus. Puis là, maintenant, on augmente. Puis M. Legault nous laisse entendre qu'il y a encore de la marge. Puis au pire, on peut toujours retarder l'atteinte du déficit zéro. Ça ne serait pas un crime. Alors, non, je pense qu'il y a encore du jeu possible, disons. Michel C., bien, effectivement, ce que Michel David vient de dire, là, c'est-à-dire, un jour, on a l'impression, on n'a pas les moyens au Québec, regardez, c'est ça ou rien. Un autre jour, on entend, ben non, finalement, on est capable d'aller encore plus loin. Finalement, on comprend qu'il y en a du jeu, là. Bien sûr, c'est toute la stratégie de communication du gouvernement qui ne marche pas au fond. À partir du moment où vous dites, si vous nous donnez des choses sur le droit de gérance et tout ça, bien, on aura de l'argent à ce moment-là. Étonnez-vous pas que ce que les syndicats attendent, c'est juste la dernière partie de la phrase. On aura de l'argent. Et ça fait partie du jeu de la négociation. Mais quand le gouvernement dit, écoutez, voici quelle est ma limite monétaire, sinon je ne peux pas aller plus loin, c'est une chose. Quand ils disent, oui, mais on a peut-être une petite réserve si vous nous donnez des pouvoirs de gérance dans tel point, bien là, c'est clair qu'il y a encore une réserve quelque part au gouvernement, puis que les syndiqués vont vouloir mettre la main dessus. C'est la nature même de la négociation. Quand on parle avec des experts en relations industrielles, des experts en négociation, ils nous disent les politiciens doivent se tenir loin des micros. Mais M. Legault, on a l'impression qu'il se rapproche tout le temps des micros. Il a toujours quelque chose à dire. Aujourd'hui, ça a donné ceci. On entend M. Legault suivi de Mme Picard. C'est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires. Donc, ce qu'on veut actuellement, c'est vraiment d'obtenir la flexibilité pour deux raisons. Un, pour améliorer les services aux Québécois, à nos enfants, à nos patients, entre autres, et pour améliorer les conditions de travail des employés. C'est vraiment le mot à la mode, la flexibilité. Là, premièrement, on ne représente pas des acrobates du ciel du soleil. Moi, je suis vraiment tannée d'entendre parler de flexibilité. Le gouvernement, là, quand il parle de flexibilité, il faut bien comprendre, et mes collègues l'ont bien dit, là, ce qu'il veut, dans le fond, c'est gérer tout seul. Et ces contrats-là, ces conventions collectives-là qu'on négocie depuis des dizaines d'années, on n'a pas négocié ça tout seul. On les a négociés avec l'employeur. Bon, Véronique, là-dessus, alors, parce que vous le croisez régulièrement, tous les jours à l'Assemblée nationale, M. Legault, effectivement, est-ce que, quand il parle tout le temps comme ça, là, il revient sur le thème de la flexibilité, mais aujourd'hui, il est assez dur dans ses mots en parlant de la rigidité des syndicats. C'est les syndicats qui mènent, il faut que ça arrête. Est-ce qu'il ne met pas de l'huile sur le feu à chaque fois?
Très certainement, mais en même temps, ce sont des choses qui se sont déjà discutées aux tables de négociation. Donc, le Front commun s'attend à voir ce genre de déclaration-là parce que les négociateurs en ont déjà parlé. M. Legault, quand il fait ça, c'est parce qu'il espère mettre le doigt sur le bobo. Là, les parents qui nous écoutent présentement à la maison, peut-être qu'ils appuient les syndicats dans leur ensemble, trouvent que, par exemple, les professeurs s'occupent bien de leurs enfants et tout ça. Mais si vous leur demandez, bien, avez-vous quand même des choses à reprocher aux syndicats en général? Ça se pourrait qu'il y ait des gens dans la population qui disent « Ouais, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'ils manquent de rigidité, qu'ils ont trop de rigidité. Oui. Alors, lui, il essaie de mettre le doigt sur le bobo. Mais en même temps, à la fin, je pense que autant les syndicats que le gouvernement s'entendent sur la même chose, c'est-à-dire, par exemple, en santé, on veut cesser de recourir à la main-d'œuvre indépendante, autant du côté du gouvernement que du côté des syndicats. Le gouvernement va dire c'est en partie la faute des syndicats parce qu'ils nous empêchent la mobilité des travailleurs, par exemple. Les syndicats vont dire non, c'est votre faute, vous offrez pas des conditions qui sont suffisamment attractives. Alors, c'est dans les arguments où ils n'arrivent toujours pas à se rejoindre, mais sur la fin, ils peuvent être d'accord sur beaucoup de choses. Bien, sur un constat qu'effectivement, c'est difficile. C'est difficile de garder les gens. Sur les moyens, Michel David, est-ce qu'effectivement, les syndicats sont adaptés à l'époque actuelle? Là? Est-ce qu'ils sont effectivement un peu trop rigides? Est-ce qu'ils ont un examen de conscience à faire? Vous en pensez quoi? Bien, écoutez, n'importe qui a travaillé, qui a été syndiqué dans sa vie, sait que il y a des rigidités dans les conventions collectives. Il y a du dogmatisme aussi qui fait que quelque chose qui a été négocié il y a 30 ans, là, c'est bon pour l'éternité, alors que la réalité a changé. Alors, j'ai aucun doute qu'il y a des irritants dans les conventions qui ont pu être là. Ceci étant dit, c'est pas vrai que le gouvernement gère rien, là. Entendre M. Legault, là, il n'y a plus moyen là, de diriger quoi que ce soit. C'est les syndicats qui dirigent tout. Ça, c'est pas vrai non plus. Alors, il y a de la rigidité du côté syndical, c'est absolument indéniable. Mais il y a aussi, du côté patronal, disons, des solutions faciles. On a vu là, du temps supplémentaire obligatoire. Ça, je comprends que ça peut être fatigant. Alors, les deux ont des choses à se reprocher. Oui. Michel sait maintenant là-dessus sur l'enjeu de la flexibilité, parce qu'on a l'impression que c'est le mot-clé, finalement, de cette négociation. Mme Picard a dit, oui, flexibilité, je comprends, mais ça va trop loin. C'est vraiment perdre des acquis qui sont importants. C'est le résultat, ces acquis de luttes passées, mais qui ont été âpres, qui ont été difficiles. On ne peut pas perdre ces gains-là. Difficile quand on est à l'extérieur de dire qui a tort, qui a raison, là. Oui, mais je ne pense pas que l'opinion publique tient le compte des gains syndicaux des 20 dernières années et dit « Ah, il y en a trop ». La réponse des syndicats aujourd'hui, elle était assez bien faite en disant « Tout va mal, c'est eux qui gèrent, puis ils veulent encore plus de pouvoir, ça ne marchera pas ». Et ça, les gens vont comprendre ça. Et c'est un peu toute la stratégie de communication du gouvernement qui, encore une fois, n'a pas été à la hauteur. Quand M. Legault est allé dire « Pour le bien de nos enfants, ça servirait contre lui », il y a encore et toujours dans des sondages, à peu près les 3/4 de la population qui disent que les syndiqués ont raison là-dedans. C'est pas le temps de dire, de prendre des arguments qui mènent au Québec. Et puis ça, c'est M. Bourassa, première manière qui faisait ça. Là. C'est plus le temps de fonctionner avec des choses comme ça. On dirait que le livre d'arguments du gouvernement s'est pas beaucoup renouvelé. On regarde des stratégies syndicales aussi qui sont différentes. Véronique, alors la FAE, bien, aujourd'hui d'abord très silencieuse, elle l'était aussi hier. En grève générale illimitée, ce sont les premiers à avoir plongé. Ça ne doit pas être facile, par exemple, à l'intérieur des troupes, parce qu'ils voient les autres qui, eux, avaient leur salaire. Eux, ils n'ont rien actuellement. Un jour, il va falloir faire un bilan aussi. Quelle était la meilleure stratégie? Qui avait raison? Qui avait tort? Mais à partir de demain, les choses vont changer parce qu'ils vont tous être en journée de débrayage pour au moins une période d'une semaine. Est-ce que ça va faire changer des choses? Parce que c'est une pression sur le gouvernement si tout le monde est en débrayage, là. C'est une pression qui est très forte là, sur le gouvernement, mais aussi sur la Fédération autonome de l'enseignement, parce que là, les professeurs, ça va faire 3 semaines, les enseignants qui sont maintenant en grève. Je pense que les parents doivent s'attendre à ce que ça dure jusqu'à Noël, parce que regardez, là, sur le calendrier, c'est jusqu'au 14 décembre, puis après ça, c'est la dernière semaine d'école. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce qu'ils reviennent pour une dernière semaine avant Noël? Pas vraiment, là. Donc, ça laisse encore du jeu pour le gouvernement et les syndicats de s'entendre, mais on est vraiment dans un blitz, là. Aujourd'hui, malgré le
fait que Magali Picard dise ce sera un drame d'accepter cette offre-là, je trouve quand même que le ton a changé, là, notamment dans le libellé du communiqué de presse où ils rejettent l'offre. La première fois qu'ils ont rejeté l'offre, le 10,3 %, on disait que c'était insultant, que c'était dérisoire, on utilisait ce genre d'adjectifs. Aujourd'hui, on continue de dire que ça va appauvrir les travailleurs, que c'est insuffisant. Par contre, ben là, c'est une offre qui est quand même sérieuse et qui peut permettre de servir de base pour la suite de la négociation. Alors moi, je vois quand même une lueur d'espoir aujourd'hui, là. Bon, Michel David, ça peut se régler ou pas avant Noël, à votre avis? Bien, mon impression, c'est que le gouvernement a plus intérêt encore à régler au plus sacré avant Noël. Je comprends que c'est difficile pour les gens de la FAE qui n'ont pas de fonds de grève. Mais le gouvernement, je pense, ne peut pas se permettre de commencer l'année 2024. Ça va déjà assez mal pour lui. En replongeant là-dedans et en donnant l'impression, ou en renforçant l'impression qu'il n'est jamais capable de rien régler. Là, il faut absolument qu'il trouve un moyen de régler ça pour changer, l'ambiance autour de lui. Alors, la pression, je pense, est encore plus forte du côté du gouvernement que du côté syndical. Mais parlons-en justement de cette semaine, pour la CAQ particulièrement, avec le nouveau sondage Michel C., où on voit, bon, d'abord, le glissement de la CAQ qui continue. Tout ça dans une période où il y a de la grogne, où il y a des gens qui sont dehors, qui font du piquetage. Et quand on regarde les raisons des insatisfactions des gens, ce sont en plein les domaines où il y a des négociations, la santé, l'éducation. Est-ce que la CAQ risque de perdre vraiment des plumes avec cette négociation? Évidemment, c'est un grand danger. Michel David vient de le dire. S'ils ne règlent pas ça d'ici Noël, ils vont donner l'impression de ne pas être capables de rien régler. Mais quand on regarde les raisons dans les sondages pour lesquels la CAQ baisse et pour lesquels aussi M. Legault, qui était le premier ministre le plus populaire pendant des années, qui devient le plus impopulaire, c'est qu'ils ont beaucoup promis puis ils n'ont pas livré. Alors, ça, c'est un problème pour un gouvernement. Ils ont besoin d'une pause. Alors, il faut qu'ils règlent avant Noël. Et quand on reviendra au mois de janvier, on sera capable d'avoir calmé le jeu et de dire, bon, ben là, on recommence sur de nouvelles bases. Puis, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais de toute évidence, ils ont besoin de cette pause-là. Et c'est pour ça que les syndicats, d'ailleurs, n'arrêtent pas leur moyen de pression. Ils sentent qu'ils ont un adversaire affaibli devant eux, pas juste affaibli à la table de négociation, mais dans sa position politique. Et ça, ça compte aussi dans les négociations, veut pas. Puis j'aimerais vous amener sur l'autre syndicat, parce qu'on l'avait un petit peu perdu de vue, mais celui de la Sûreté du Québec. Alors, ils sont revenus dans l'actualité aujourd'hui. Ça, c'est ceux qui avaient refusé une offre de 21 %. Alors, on est loin du 12,7 là, qui a été offert au Front commun ici. Alors, ils ont refusé cette offre sur 5 ans. Là, ils reviennent à la charge avec des moyens de pression, les pantalons de camouflage. Comment ça s'inscrit, ça, dans l'histoire des négociations? Mais d'abord, Michel C., peut-être là-dessus. Bien, ça s'inscrit dans le plus grand narratif de « ils ne sont pas capables de rien régler ces temps-ci ». Et ça aussi, il faut que ça se règle, cette histoire-là, parce que les syndiqués du secteur public, du Front commun, disaient « Hey, regardez ce que vous avez donné aux policiers. Là, le gouvernement n'est pas capable de régler avec les policiers. Ça ne fait pas bon genre, mettons. » Bon, Véronique, un petit mot là-dessus, peut-être? Bien, moi, en fait, je sais que toute cette accumulation-là, incluant aussi les policiers, tout ça, ça commence à peser lourd aussi sur le caucus de la CAQ, sur les députés. Oui. Parce qu'ils connaissent tous quelqu'un qui soit est dans le domaine de l'enseignement, soit qui est à la Sûreté du Québec, soit qui est dans le domaine de la santé, un membre de leur famille, un ami, un cousin, une cousine. Ils vont s'en faire parler dans le temps des fêtes. Ils s'attendent à ça. Puis je sais qu'au niveau de leur morale, ils commencent à trouver ça très difficile. Alors, ils ont besoin d'avoir une bonne nouvelle avant Noël. Ça a été une session difficile, puis ils veulent absolument... Je sais que le caucus aussi met de la pression pour que ça se règle. Et elle se termine quand, la session parlementaire? On voit déjà les convocations, alors, avec les bilans de fin de saison de différents partis d'opposition, mais on sait qu'il y avait des négociations quand même pour qu'on la prolonge un peu, pour essayer de résoudre l'affaire du projet de loi qui est cher à M. Dubé, là, sur la réforme de la santé. Michel, finalement, ça se termine demain ou ça se termine la semaine prochaine? Là? Bien, j'imagine que Véronique, qui est dans les couloirs de l'Assemblée, en saurait plus que moi là-dessus. Mais voulez-vous qu'on lui demande d'abord? Véronique avait vu du nouveau là-dessus. Non, allez-y, Michel. Tout ce
ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un dit non, si le PQ dit non, ça va s'arrêter demain. C'est ça la règle. Et je pense que le PQ n'a pas des mauvais arguments en voulant dire, écoutez, dans le fond, c'est un bâillon retardé que vous nous demandez d'accepter, parce que de toute façon, on ne passera pas à travers les 600 ou 700 d'articles qui restent d'ici jeudi prochain. Oui, Michel C. là-dessus? Non, c'est exactement ça. À la fin, ce projet de loi-là, s'il est adopté, va être adopté sous le bâillon. Alors, on peut le faire bientôt, on peut le faire un peu plus tard, mais à la fin, c'est Michel David qui avait raison. Le règlement ne changera pas. Alors, on peut bien dire ce qu'on veut du côté du gouvernement. On peut essayer de prolonger, mais je ne pense pas que ça... Disons que M. Poilievre à Ottawa a plus de chances de retarder les vacances que n'importe qui à Québec. Et puis, là, je fais appel à la journaliste que vous êtes, Véronique, là, qui est toujours dans les dernières heures, puis à l'affût de tout. Donc, ça n'a pas bougé. On est toujours coincé, finalement. Ça risque de s'arrêter demain, là. Toujours en négociation. Et effectivement, il y a des chances que le bâillon soit appliqué demain. En fait, je sais que le bâillon, il est déjà prêt, là. Il est déjà rédigé. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont l'utiliser ou pas. Ils n'ont pas envie de l'utiliser parce que, justement, ça a été une session difficile. Ça va pas tellement bien dans les négociations en ce moment. Est-ce qu'ils ont besoin, en plus, d'imposer un bâillon puis de se faire traiter d'intransigeant, etc., etc.? Mais en même temps, je me dis, si les partis d'opposition savent que ça va probablement se finir par un bâillon, bien, pourquoi la semaine prochaine, ils ne veulent pas les faire, justement, les journées de commission parlementaire pour dire au moins de leur côté, bien, regardez, on a travaillé, on a étudié les derniers articles qu'on pouvait, le plus qu'on était capable, puis finalement, bien, mettre ça sur les épaules du gouvernement, lui faire porter l'odieux. Je sais qu'il y a des partis comme Québec solidaire, Parti libéral, veulent revenir la semaine prochaine, justement, pour au moins dire, bien, nous, on a tendu la main également de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ça ne se termine pas comme ça. Bon. Alors, écoutez, on va voir, mais parti comme cela, on a bien l'impression que ça va se terminer de toute façon puis qu'on va avoir le bilan de chacun des partis. J'aimerais vous amener sur un autre sujet. Il y a des gens qui ont fait le saut en lisant le quotidien La Presse, aujourd'hui La Presse Plus, là, avec cette histoire de cet ancien de la CAQ, Stéphane Bouillonnec, qui tout récemment a été nommé sous-ministre au ministère de la cybersécurité et du numérique. C'est un homme qui est revenu souvent pour les mauvaises raisons faire l'actualité. Tiens, Michel C., d'abord là-dessus, il a des liens. On comprend qu'il a toujours des liens avec une entreprise qui soulève toutes sortes de questions, qui s'appelle Finabanks, là, qui fait des prêts privés avec des très hauts taux d'intérêt. Monsieur Legault dit, ah, écoutez, je ne le savais pas. Les oppositions disent, il faut le suspendre maintenant, puis il faut mener une enquête. C'est quand même assez embarrassant, non, pour Monsieur Legault? C'est très embarrassant pour plusieurs raisons. D'abord, sa nomination comme sous-ministre, alors que c'est un ancien président de la CAQ, il ne faut pas l'oublier, sa nomination comme sous-ministre avait été controversée. Et là, d'apprendre que A, il a toujours des liens avec une compagnie qui a une réputation assez sulfureuse, merci, et que B, il ne l'a pas dit au premier ministre. Je crois la version de M. Legault, là, ça n'a aucun sens. C'est un motif de congédiement. Alors, il faudra voir comment le gouvernement décide d'aller avec ça. Mais normalement, dans une situation régulière, cet homme-là ne devrait plus avoir son emploi actuel. Il avait déjà été candidat, il avait dû se retirer, on se rappelle, pour la même raison, Michel David. C'est pas étonnant de faire deux fois la même erreur? C'est absolument renversant qu'il n'ait pas abandonné ses liens avec cette entreprise-là de Shylock, là, c'est comme on dit en bon québécois, ou en bon Shakespeare. C'est hallucinant là, que ça reste encore là. La seule bonne... Bon, on se souvient, à l'époque, il avait été obligé de se désister. Le bon côté de cette affaire-là, c'est que ça avait permis à M. Legault de recruter Christian Dubé, qui avait pris sa place là, à pied levé, et ça a finalement donné d'excellents résultats. Mais je suis totalement d'accord avec Michel. Ce gars-là devrait plus être là, et je vois même pas à quoi... il faut la présomption d'innocence, une enquête, mais en attendant, il devrait absolument être suspendu. Alors, on va se laisser là-dessus. Michel, Véronique et l'autre Michel, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.